Le 19h30, Laurent Mathieu. Bienvenue dans ce journal, voici les titres de l'actualité. Le système de testing connaît-il à nouveau des ratés? Un changement récent dans la procédure de traitement des tests semble poser des soucis. Vous entendrez dans ce journal des médecins qui se plaignent de nombreux dysfonctionnements. C'est le défi des autorités, convaincre au moins 70% des Belges de se faire vacciner, et ce n'est pas gagné. Certains sont sceptiques. Nous verrons la stratégie du gouvernement pour susciter l'adhésion de la population. Dans un mois, presque jour pour jour, les vaccins devraient être disponibles en Belgique. Mais les contraintes logistiques qui entourent leur distribution sont nombreuses. Vous le verrez, certains doivent être conservés à des températures extrêmement basses. Nous verrons également si les enseignants doivent être prioritaires pour accéder aux vaccins. C'est en tout cas ce que demandent les ministres compétents en la matière. Enfin, c'est un objet qui était autrefois incontournable et qui va disparaître. C'est la dernière fois cette année que les bottins téléphoniques sont imprimés en Belgique. Voilà pour les titres, bonsoir à tous. On ouvre donc ce journal avec ce qu'il faut bien appeler de nouveaux couacs dans le système de testing et de tracing. C'est en tout cas ce que dénonce le centre de test de Laân dans le Brabant wallon. Et il n'est pas le seul. Alors qu'est-ce qui coince exactement? On voit ça avec Martin Collier et Benjamin Carlier. Le centre de testing est vide. Pas un seul automobiliste ne fait la file cet après-midi à Laân pour venir se faire tester. Pourtant, il y a quelques jours encore, il tournait à plein régime. On a été jusqu'à 250 à 300 tests par jour effectués ici en 2 heures. Ici, on en a eu une petite vingtaine, à mon avis, en début de période de testing ici, donc vers 13 heures. Mais voilà, il n'y a plus personne. Depuis le 23 novembre dernier, les asymptomatiques peuvent pourtant à nouveau se faire tester. Mais le système de collecte, de traitement et de suivi du test a également été modifié. Et pour le responsable du centre, il ne fonctionne pas du tout. Depuis plus ou moins une dizaine de jours, on n'a quasi plus aucun résultat, ce qui fait que les patients n'ont plus confiance, alors qu'ici tout est encodé comme il faut par rapport à ça, que je pense que les laboratoires font leur possible, mais je pense que c'est vraiment dans le système complexe des différentes étapes de la transmission qu'il y a des soucis. Comme beaucoup d'autres, cette habitante de Laân vient donc à la recherche d'informations là où son test a été effectué, car elle s'inquiète de ne toujours avoir aucune information alors qu'elle a suivi la procédure à la lettre. Mon mari est venu lundi à 13h02, bien précisément aussi par l'application Corona Alert et a pris des rendez-vous. Et là, nous sommes aujourd'hui vendredi. Il n'a toujours pas reçu son résultat non plus. Les organisateurs du système de testing, eux, se défendent. La nouvelle organisation ne souffre d'aucune lenteur et mauvaise gestion. C'est vraiment quelque chose qui a été fait pour simplifier la vie des uns et des autres, pour diminuer la gestion administrative qui parfois engendrait des retards parce que les gens étaient surchargés. Donc on enregistre plutôt des diminutions de délai. En attendant, si le nombre de tests effectués à Laân est en chute libre, c'est parce que de moins en moins de personnes voient encore l'intérêt de se faire tester. C'est un médecin généraliste fatigué par toutes ces complications qu'il confirme. Et on va jeter ensemble un œil sur les derniers chiffres de l'épidémie. 3427 personnes sont toujours hospitalisées. Vous le voyez sur la courbe, la pression semble diminuer sur le personnel soignant. Il y a toutefois encore 788 personnes en soins intensifs. Les contaminations diminuent elles aussi, mais pour le centre de crise, on ne peut pas encore parler de stabilisation de l'épidémie. Et on le comprend, le virus restera parmi nous tant que la population ne sera pas majoritairement immunisés. Vous le savez, on en a beaucoup parlé dans quelques semaines. La grande campagne de vaccination va débuter. Elle se fera gratuitement et sur base volontaire. L'objectif, vacciner 70% de la population, soit 8 millions de Belges. Comment y parvenir face à un scepticisme très présent chez certains? Le reportage de Laurent Rare. La Belgique se prépare à une grande campagne de vaccination contre le coronavirus. Ce vaccin sera administré sur base volontaire. Alors, sommes-nous prêts à nous faire vacciner? Pour le savoir, nous sommes allés à la rencontre de citoyens sur ce marché bruxellois. Est-ce que vous envisagez de vous faire vacciner? Ah oui, pourquoi? certainement. Pourquoi? Parce que j'y crois. Oui, je vais me faire vacciner parce que j'ai passé les 80 ans. Mais je vais d'abord attendre qu'il y a toute une partie d'autres personnes qui se sont fait vacciner avant.
Bon, on ne sait pas, peut-être ça peut avoir des conséquences après. J'en ai pas encore réfléchi, si j'allais me faire vacciner ou pas. En tout cas, c'est gratuit, c'est une bonne chose. Compte tenu de la forte transmission du coronavirus, les autorités belges veulent vacciner au moins 70% de la population, soit 8 millions de Belges, pour créer une immunité de groupe. Un défi face aux doutes et aux réticences de certains citoyens. La solution, une bonne communication. Je pense qu'il faudra à la fois qu'on soit honnête et transparent dans notre communication à ce qui sont les vraies préoccupations, parce que je pense que l'inquiétude ou le doute que peut avoir un nombre non négligeable de nos concitoyens, il faut l'entendre et le respecter. Et c'est à nous d'être capables de donner les réponses qui leur permettent de choisir. Cette communication passera par les médias, les réseaux sociaux et aussi des panels de citoyens, des relais envers la population. Le monde scientifique sera aussi en première ligne. Expliquer, rassurer et répondre aux nombreuses questions sur ce vaccin. La rapidité n'a pas été faite aux dépens de la sécurité. C'est-à-dire que les différentes étapes de développement du vaccin ont été faites en même temps. Et par exemple, en phase 3, au lieu d'avoir 3000 volontaires comme c'est requis en général, il y en avait 33 000 ou même 45 000. Convaincre la population en montrant l'exemple, à l'image des États-Unis où les présidents Joe Biden, Barack Obama, George Bush et Bill Clinton se feront vacciner publiquement. Notre Premier ministre s'engage également. Vous ferez vacciner et vous le direz publiquement, comme un signe, justement, un symbole ? Oui, je le ferai. Enfin, les personnes considérées comme à faible risque recevront une convocation, une lettre pour encourager encore une fois un maximum de personnes à se faire vacciner. Oui, et la conservation ainsi que le transport de ces vaccins nécessitent une importante logistique. Certains d'entre eux doivent par exemple être conservés à très basse température, et ce tout au long de la chaîne, que ce soit dans les aéroports ou les hôpitaux. Les préparatifs vont donc bon train. Valentin Boigelot. C'est un véritable défi. À l'aéroport de Zaventem, tout est prêt. Certains vaccins devront être transportés à très basse température. Moins 70 degrés pour ceux de Pfizer. Alors pour y parvenir, on utilisera de la glace sèche, du dioxyde de carbone solide, un système sous contrôle constant. Si vous avez le moindre point faible dans toute votre chaîne logistique, tous ces efforts qui ont été faits en amont peuvent être très rapidement perdus. Et c'est pour ça que la chaîne logistique est très très importante à tout niveau. Pour les vaccins Pfizer, pas question donc de quitter ces températures glaciales, à moins bien sûr d'utiliser le vaccin dans un délai raisonnable. Une fois que le vaccin quitte la chaîne du froid à moins 80, là vous devez transférer le vaccin dans des frigos médicaux à 4 degrés positifs. Et là vous avez encore une autonomie à peu près de 5 jours avant de l'administrer à la personne que vous souhaitez immuniser. Les vaccins arrivés à destination, se pose alors la question du stockage. Au grand hôpital de Charleroi, par exemple, il y a bien une chambre froide, mais pour des températures extrêmement basses, ce n'est pas suffisant. Nous avons des congélateurs pour certains produits, donc on voit que la température est en dessous de moins 20 degrés. Les hypercongélateurs qui descendent à moins 80 degrés ressemblent complètement aux mêmes armoires que des congélateurs classiques. Des hypercongélateurs, il n'y en a pas ici pour l'instant. L'hôpital a constitué une task force pour élaborer une stratégie. Malheureusement, on n'a pas une place considérable, donc on pourrait stocker pour l'instant probablement un certain nombre de doses nécessaires pour l'hôpital, mais on ne pourrait pas vacciner une population à l'échelle d'une ville, sauf si bien sûr on nous fournit des frigos supplémentaires. Une solution alternative au frigo serait d'utiliser les conteneurs spéciaux des firmes de transport. Ils permettent de conserver des vaccins pendant 1 mois. Des moyens de stockage existent donc, reste à les mettre en œuvre. Comme chaque vendredi soir, notre séquence derrière les chiffres. Et comme chaque vendredi soir, c'est avec Joanne Montet. Bonsoir Joanne. Alors le chiffre du jour, c'est 336. C'est le nombre de jours qui se sont écoulés entre le premier cas Covid déclaré en Belgique, le 4 février 2020, et l'arrivée annoncée des premiers vaccins chez nous, ce sera le 5 janvier prochain. Ça peut sembler très rapide pour développer un vaccin. Comment est-ce que c'est possible ? Mais parce qu'on connaît très vite et très bien notre ennemi. En fait, dès le 12 janvier 2020, la Chine identifie la séquence complète du génome du coronavirus. Et les informations s'échangent alors dans le monde entier. Et l'arsenal aussi, il est déjà prêt. Les scientifiques connaissent très bien toutes les techniques de fabrication de vaccins. Ils suivent du coup des
protocoles qui sont bien connus. Alors, si ça a été aussi vite, on imagine aussi que c'est grâce aux investissements massifs qui ont eu lieu. Absolument, oui. Des dizaines de milliards ont été injectés dans la recherche et la production de vaccins. Et les États-Unis, par exemple, ils ont libéré 11 milliards de dollars. Et puis, ces volontaires qui se sont pressés au portillon pour les essais cliniques de phase 3, des dizaines de milliers de personnes. Par exemple, pour Pfizer-BioNTech, plus de 43 000. Pour Moderna, 30 000. Et puis pour AstraZeneca, 23 000. Eh bien, c'était vraiment du jamais vu. On a dû simplifier aussi un peu l'aspect administratif, on imagine ? Oui, évidemment, parce que d'habitude, un vaccin, figurez-vous que ça prend une dizaine d'années et il faut une palette entière de documents administratifs pour pouvoir obtenir les autorisations de mise sur le marché. Et puis, pour le Covid-19, donc ici, cette fois-ci, l'Europe, elle a choisi une procédure accélérée. Il ne faut donc pas attendre qu'une étape soit complètement bouclée pour préparer l'étape suivante. Mais je vous rassure, aucun vaccin ne sera mis sur le marché s'il n'est efficace et sûr. Évidemment, et il faut le rappeler. Merci beaucoup, Joanne, pour ces explications en plateau. Et reste à voir qui aura accès en priorité à ces vaccins. Sur le papier, c'est clair, il y aura les maisons de repos, les hôpitaux et les personnes effectuant des fonctions essentielles. Mais qui appartient concrètement à ce dernier groupe ? Est-ce le cas des enseignants, par exemple ? Pour certaines directions d'école, ils doivent être parmi les premiers à être vaccinés. Les ministres régionaux compétents sont d'accord. Elisabeth Grootars. Quand les enseignants seront-ils vaccinés ? C'est une question qui reste pour le moment sans réponse. Si l'on reprend la liste des phases de vaccination, du côté des responsables politiques, on souhaiterait qu'ils aient accès à ce vaccin en fin de phase 1B, soit avec les fonctions dites essentielles. Ce qui signifie peut-être pas avant l'année scolaire prochaine. Pour cette directrice d'école, cette liste doit être adaptée pour vacciner les enseignants en même temps que le personnel soignant, les plus de 65 ans ou encore les autres métiers jugés essentiels. Je pense effectivement que nous avons été oubliés. Alors pas uniquement les enseignants, les directions, nous sommes vraiment le monde oublié, mais aussi tout le personnel ouvrier et les techniciens de surface qui travaillent dans les écoles. C'est blessant, c'est frustrant et c'est donner, c'est amoindrir les gens dans ce qu'ils sont et dans un métier qu'ils font. Sauf que faute de doses suffisantes au début, tous les groupes prioritaires ne pourront pas se faire vacciner simultanément. Pour la CGSP, les enseignants devraient au moins passer avant les 45-65 ans avec des comorbidités spécifiques. Je comprends très bien que les hôpitaux, les homes, les personnes âgées de plus de 70 ans soient prioritaires parce que c'est les plus fragilisés. Mais après, il me semble que les enseignants doivent venir. Si c'est la priorité du monde politique, il doit assumer cette priorité et vacciner les enseignants, disons, dans le deuxième temps et pas l'année prochaine, pas l'année scolaire prochaine. C'est beaucoup trop tard. Trop tard aussi pour la CSC, pour qui la vaccination de tout le personnel dans les écoles serait un gage de sérénité. Plus vite les enseignants seront vaccinés, plus vite l'école retrouvera son organisation habituelle, c'est-à-dire avec les élèves en 100% présentiel. Et évidemment, au-delà de cela, toutes les difficultés que nous rencontrons maintenant avec les décrochages scolaires, les difficultés de suivre, tous les problèmes techniques, s'apaiseront et on pourra, je l'espère, vivre une fin d'année scolaire beaucoup plus sereine que ce que n'a été le début. Du côté des responsables politiques francophones et flamands, on répète que les enseignants ne seront pas oubliés, mais où se situeront-ils dans les métiers jugés essentiels ? C'est aussi prématuré pour le déterminer. Et la Belgique n'est pas la seule à avoir pris des mesures fortes pour les fêtes de fin d'année. L'Italie vient également d'annoncer un durcissement des règles à l'approche de Noël. Bonsoir Valérie Dupont. Ces règles concernent notamment les Belges qui nous regardent peut-être ce soir et qui seraient tentés de se rendre en Italie pour les fêtes de fin d'année. Oui, en effet, on sait que de nombreux Belges ont de la famille en Italie et de nombreux Italiens travaillent aussi en Belgique. Alors, le retour en Italie s'annonce difficile, mais pas impossible pour eux. En effet, à partir du 10 décembre prochain, l'Italie imposera à toute personne qui arrive sur son territoire d'apporter un test PCR ou antigénique négatif effectué dans les 48 heures avant l'arrivée dans le pays. Une mesure qui se durcit à partir du 21 décembre parce que là, le
test n'est plus nécessaire car tout le monde sera mis en quarantaine. De quoi éviter évidemment l'arrivée des touristes pendant les vacances de fin d'année, comme ce fut le cas cet été, des touristes qui avaient ramené le virus dans certaines régions de l'Italie. Alors ces mesures assez sévères s'imposent donc pour les étrangers et elles s'ajoutent à celles que devront vivre les Italiens, puisque eux, à partir du 21 décembre, ne pourront plus se déplacer dans la péninsule. Les régions seront blindées, on ne pourra plus passer d'une région à l'autre et cela se corse encore le jour de Noël ou de Nouvel An, puisque là, on devra rester sur le territoire de sa commune. Donc pas de regroupement pour les familles italiennes pendant Noël, ce sera absolument interdit. Le gouvernement a très peur d'une troisième vague, on les comprend. Le nombre de décès est encore très élevé ici. Aujourd'hui, plus de 800, hier plus de 900. On approche des 60 000 victimes du coronavirus. Voilà pourquoi ces mesures s'annoncent très sévères. Valérie Dupont en direct d'Italie. Merci beaucoup Valérie. À suivre dans ce journal, la première interview télévisée de Joe Biden et Kamala Harris depuis l'élection présidentielle. Comme chaque vendredi, notre séquence Made in chez nous. Nous nous intéresserons à une entreprise belge qui est spécialisée dans le phénomène de la colocation. Enfin, nous redécouvrirons Tintin en Amérique. La version originale en noir et blanc vient d'être colorisée. Mais tout d'abord, donc, je vous le disais, la première interview télévisée de Joe Biden depuis son élection. Le président élu des États-Unis a accordé un entretien exclusif hier à CNN en compagnie de sa vice-présidente Kamala Harris. Le message est clair, elle jouera un rôle central lors des prochaines années. Eric Destiné. Côte à côte, Joe Biden et Kamala Harris ont choisi d'apparaître ensemble pour cette première grande interview télévisée de la nouvelle présidence. Le duo mis en avant du jamais vu auparavant. Kamala Harris était donc la star du soir. La vice-présidente, c'est sûr, sera en première ligne sur tous les dossiers chauds. We are full partners in this process, and I will tell you that the president-elect has been, since the first day he asked me to join him on the ticket, been very clear with me that he wants me to be the first and the last in the room. Première urgence sur la table, la gestion de la pandémie de Covid-19. Joe Biden formule une demande précise aux Américains. I'm going to ask the public for 100 days to mask. Just 100 days to mask. Not forever, 100 days. And I think we'll see a significant reduction if we occur that, if that occurs with vaccinations and masking to drive down the numbers considerably. Politique étrangère ouverte sur le monde, rapprochement avec l'Europe, indépendance de la justice. Le duo s'est présenté comme à l'opposé de la présidence Trump. Joe Biden is someone who has endured real struggle and sacrifice and pain. He also is someone who knows love. He is someone who has dedicated his life to public service. And there couldn't be a more extreme exercise in stark contrast between the current occupant of the White House and the next. Un discours qui plaira aux électeurs de Joe Biden, beaucoup moins aux supporters de Donald Trump. Retour en Belgique, on va parler d'un objet que les moins de 20 ans n'ont sans doute jamais utilisé, et ça ne me rajeunit pas de le dire. Les bottins de téléphone vont disparaître chez nous. Les pages d'or et les pages blanches ont en effet été imprimées pour la toute dernière fois cette année. Elles resteront toutefois disponibles sur Internet. On voit pourquoi et on se rappelle quelques souvenirs aussi avec Laurent Manneberg. En général, quand on utilise ceci, on utilise également cela. Cela, c'est l'annuaire téléphonique. L'annuaire, on le reconnaît directement à son épaisseur. Des centaines de pages au sommet de leur gloire dans les années 90. À l'époque, en Belgique, 4,5 millions de bottins étaient imprimés. Dans les années 2000, le public se désabonne. 700 000 bottins seront distribués cette année, mais l'an prochain, tout sera digital. On a 4 millions de recherches par mois sur cette plateforme et l'interactivité est aussi très forte. Donc, 53% des gens qui visitent pagedor.be font quelque chose tout de suite. Donc, ils demandent une devis, ils en envoient un email, ils téléphonent tout de suite. Donc, c'est surtout ça qui est important. Les numéros de commerçants ou de particuliers seront donc toujours accessibles, mais pas seulement. Tous les horaires
toutes les adresses. On peut aussi, ce qui est de plus en plus important, de donner des avis. Un passage au digital qui fait malgré tout quelques nostalgiques. Parce que parfois, on ne trouve pas forcément le nom, on n'a pas forcément le nom ou pas forcément le numéro, et du coup, c'est compliqué. Moi, je préférais le bottin. Et puis, c'est pratique, le bottin, on sait faire plein de choses avec. Ah, non, encore par là, là. Ouais, et puis... Ouais, mais tu connais le prénom. Et l'adresse? Non plus. Une annonce qui crée aussi quelques craintes. Suppression complète, non, ça je trouve pas normal par contre pour une certaine catégorie de personnes qui peuvent en avoir besoin, et puis je pense que ça fait partie d'une forme de service public. Les Pages d'Or ont d'ailleurs reçu de nombreux appels ces derniers jours pour obtenir ce dernier volume collector, mais globalement, il ne servait déjà plus beaucoup. Je crois qu'on s'est déshabitué de s'en servir. C'est beaucoup de gâchis de papier aussi, hein, écologiquement. Mais c'est même pas ça, je crois qu'on a maintenant tous des smartphones et que un renseignement, on va plus le chercher sur le bottin. Ouais. Le bottin tourne une page, la dernière en réalité, après 52 ans d'histoire. Alors, Monsieur le Ministre, cet annuaire est-il, selon vous, plus facile ou plus difficile à consulter que le précédent? Vous allez me dire qu'il est plus facile. Bien sûr. Je vous le disais, tout ça ne nous rajeunit pas. Ce week-end, Saint-Nicolas passera dans de nombreux foyers belges. Peut-être laissera-t-il sous la cheminée des spéculoos. La région bruxelloise a en tout cas décidé de mettre ce célèbre biscuit à l'honneur. Il figure désormais dans l'inventaire du patrimoine culturel bruxellois. Eric Bever. Serge fabrique des spéculoos depuis 40 ans. Sa recette, elle est classique, on la trouve partout, mais il ne craint pas la concurrence des pâtissiers du dimanche. Ce ne sera jamais aussi bon que chez moi. Parce que la qualité que vous achetez dans les grandes surfaces de farine, la cassonade, ça va encore, mais la farine, les épices, vous ne connaissez pas la marque d'épices que j'utilise, donc vous n'aurez jamais le même goût. Un spéculoos fabriqué à la main, sans machine, à 100 000 lieues de la production industrielle qui a fait connaître le produit dans le monde entier. Les spéculoos de Serge, il ne les vend d'ailleurs que dans sa propre pâtisserie bruxelloise, et encore, pas toute l'année. Ce n'est qu'à Saint-Nicolas. Dès que Saint-Nicolas est passé, dès qu'on n'a plus de production, on ne refait pas une pâte. On attend l'année prochaine. Et c'est vrai que ce petit et parfois grand biscuit sent bon la cannelle, mais aussi la nostalgie. Ça me rappelle l'enfance, un bon biscuit, Saint-Nicolas. Mais actuellement, je trouve un peu dommage qu'on mette ça dans des tas de recettes sucrées, salées, où il n'a rien à faire. C'est la Saint-Nicolas. Et alors le petit spéculoos avec le café. Un mariage avec le café qui coûte d'ailleurs cher aux spéculoos, puisque la marque Lotus l'a rebaptisé Biscoff pour Biscuit Coffee, plus porteur à l'international. Seule consolation, en Belgique, la mention spéculoos restera en petit. Mais à Bruxelles, on tient à l'appellation d'origine. Le spéculoos devient même un des ambassadeurs gourmands de la région. Reconnaître que le spéculoos fait partie de la culture bruxelloise, du patrimoine immobilier bruxellois, et on va le prendre avec nous dans la promotion de Bruxelles. Ce n'est pas seulement le chocolat, les gaufres, la bière, mais aussi les spéculoos dorénavant. La reconnaissance est chouette pour le produit, mais je vois ça plutôt comme une reconnaissance pour le métier en soi, surtout, pour l'artisan. Une démarche symbolique qui honore le savoir-faire de Serge, mais qui ne changera rien à sa manière de travailler, sauf que désormais, il a un apprenti pâtissier. Et notez qu'au cours du tournage de ce reportage, notre journaliste Eric Bever a fait part avec vigueur dans son style de son mécontentement au ministre bruxellois Pascal Smet. La vidéo a beaucoup circulé sur les réseaux sociaux. Notre journaliste estimait, à raison, que les distances de sécurité n'étaient pas respectées. Pour voir la scène et avoir plus d'explications, rendez-vous sur notre site internet rtbf.be/info. Comme chaque vendredi, notre série Made in chez nous, le portrait d'entreprises belges qui s'exporte avec succès à l'étranger. Ce soir, nous parlons de Cohabs, une société créée par 3 jeunes Belges et qui a pour but de réinventer le concept de colocation. Ils viennent, par exemple, d'ouvrir une maison partagée à New York. Isabelle Hussein. Cohabs est une start-up bruxelloise, ambitieuse et innovante, qui réinvente la colocation. Ces 3 trentenaires sont donc à la base de Cohabs. Leur concept, acheter des maisons pour y faire de la colocation, et l'aventure a commencé ici. Alors, on est ici dans la 2e maison qu'on a ouverte il y a maintenant 4 ans. Au rez-de-chaussée, de grands espaces communs avec salon, cuisine, living et jardin. Aux étages, 8 chambres. Prix de départ,
580 € par mois. Quand on additionne un peu tous les services qui sont proposés, comme justement l'eau, l'électricité, le Wi-Fi, une partie des courses communes et le nettoyage, donc on a tout un tas de choses qui, quand on les additionne à un loyer de studio à 550 €, vont vite dépasser les montants auxquels nous on price une chambre. Le locataire type est un jeune actif de 27 ans qui reste ici entre 9 et 10 mois. Sauf Gonzalo Garcia. Cet Espagnol est là depuis le début, 4 ans. For me, it's 4 years here, so it was a solution. Now it has been a decision. Et puis le projet a fait des petits. Aujourd'hui, Coaps, c'est 23 maisons ouvertes et 13 en préparation où frôlent les 400 chambres. Cette maison-ci fait partie de leurs dernières acquisitions. Ici, il y a 21 chambres et une salle de bain pour 2 locataires. Partout, le design y est particulièrement soigné. Au sous-sol, il y a même une salle de jeu et une salle de cinéma. La cuisine, elle, est immense et très tendance. Tout ça se paye évidemment au moins 730 € par mois. Mais la prochaine étape maintenant, ce sera de toucher un nouveau public. On va ouvrir un projet à la fin du mois de décembre ici qui va viser plutôt les 30-55 ans. On pense à de la colocation aussi pour les personnes un peu plus âgées parce qu'au final, ça répond à un besoin général de tout le monde de vivre ensemble, de ne pas vivre seul. Se tourner vers une autre génération, mais aussi vers d'autres pays. Ça, c'est notre première maison à Brooklyn. Coaps vient en effet d'ouvrir une maison à New York. 2 autres y sont en préparation. Tout ça en plein Covid. Alors c'est beaucoup plus compliqué. Tout a pris beaucoup de retard, tant dans le chantier que dans la mise en location. Aujourd'hui, notre première maison est remplie, mais on a dû faire 15% de décote par rapport au prix demandé initialement. Paris devrait suivre bientôt. Ces 3 trentenaires ont décidément de la suite dans les idées. Coup de projecteur à présent sur un beau projet. Une plaine de jeux inclusive qui a vu le jour à Uccle il y a peu. Le principe est simple, des jeux adaptés à tous les enfants, qu'ils soient porteurs de handicap ou non. Le lieu répond à un véritable besoin en Belgique. Sarah Hendricks. Des couleurs et des lumières féeriques, bienvenue dans le monde d'Aiden. Un monde merveilleux fait de toboggans, de voitures et de balançoires. Un endroit où les enfants peuvent voyager dans l'espace ou nager au milieu des requins. Dans cet ancien garage à Uccle, c'est surtout une plaine de jeux inclusive, c'est-à-dire qu'elle a été pensée, adaptée et aménagée pour accueillir aussi bien les enfants ordinaires que ceux atteints de handicap. Tout est un petit peu dans le sensoriel. Donc au niveau des éclairages, les éclairages sont dimmables, elles sont colorées, tout change tout doucement. Il n'y a pas de gros éclairages blancs ou en néon, on sait que c'est un petit peu criard et c'est un petit peu compliqué pour les... Comme ton pull, où c'est compliqué pour les enfants. Et tout est de plein pied. On a pensé à la matière au niveau des sols, plein de petits détails en fait qui font la différence dans le projet total. C'est pour son fils Aiden que Lou a imaginé ce domaine où il est roi. Ne trouvant aucun endroit pour accueillir son enfant aux besoins spécifiques, en même temps que son grand frère et sa petite sœur, elle décide de le créer elle-même. Un concept qui répond à l'attente de nombreuses autres familles. C'est adapté justement aux handicaps, je veux dire, de nos enfants. C'est plus calme, je veux dire, il y a moins de monde. C'est surveillé, il y a une surveillance, il y a une présence, il y a 2 personnes qui surveillent constamment, donc ça c'est génial. On a des parents qui viennent de Mons, de Namur, alors qu'on est à Uccle. Et en fait, on se rend compte effectivement qu'on répond à un vrai besoin et un vrai manque. En fait, il n'y a pas d'espace de jeu comme ça, d'activités intérieures pour les enfants qui sont adaptés à la différence. Et encore moins aux fratries. Pour June et sa petite sœur Juliette, le monde d'Aiden est un terrain de jeu idéal. Elles peuvent y passer du temps ensemble ou chacune de leur côté. Pour l'aîné, c'est aussi l'occasion de pouvoir échanger avec d'autres. Dans mon école, il n'y a pas beaucoup d'enfants qui ont un handicap comme celui de ma sœur, donc j'ai pas la possibilité d'en parler. Mais ici, il y a des enfants qui ont un handicap. Il y a aussi les grands frères et les grandes sœurs, donc on peut en discuter pour savoir, entre nous, c'est quoi le ressenti d'avoir un petit frère ou une petite sœur qui a un handicap. Pour Lou, après 2 ans de travail, voir les enfants s'amuser ici, quelle que soit leur différence, c'est la plus belle des réussites.
De voir les fratries venir et jouer ensemble, qu'il y ait un frère ou une sœur avec un handicap, mais qui soit là et que chacun passe un bon moment, partagé, c'est vraiment extraordinaire pour moi. À cause du coronavirus, les enfants ne peuvent venir ici que sur rendez-vous pour des activités ou des stages sans leurs parents. Mais Aiden espère que beaucoup d'autres copains pourront bientôt en profiter. Ce vendredi, c'est traditionnellement le jour des fêtes patronales, qu'on l'appelle Sainte-Barbe ou Saint-Nicolas. Les employés de certaines entreprises ont l'habitude de la célébrer. Cette année, évidemment, il a fallu se montrer particulièrement créatif. Guillaume Wolf. 11h, Corinne vient chez ce traiteur chercher son plat de fête, son plat de Saint-Nicolas. Tu as des mises en bouche, un petit apéro à base de ratafia, de jus de pomme. Une cinquantaine de ses collègues sont passés avant elle. Ils mangeront tous la même chose ce midi, mais chacun chez soi. Faisan et waterzoi de poisson, le chef a pensé pratique. De l'apéritif jusqu'au dessert, on devait penser à ce que les gens puissent déguster chez eux comme s'ils étaient un peu chez nous. Donc il a fallu penser à des plats qui sont faciles à recréer sur assiette. Et c'est Geoffrey qui a pensé à cette formule pour les fêtes patronales. Lui qui d'habitude organise des grandes fêtes comme des mariages a relevé le défi. Après des mois et des mois de confinement, ça fait du bien de pouvoir, pour le chef de cuisine et son équipe, retrouver ses fourneaux. Et pour moi-même, organiser des événements dans une attitude positive, constructive, où on rigole, où on se retrouve, où on a un contact social, certes à distance, mais un contact quand même. L'objectif est accompli. Grâce à vous et à d'autres, on a quand même fait 100 menus aujourd'hui, une centaine de menus. De l'autre côté de l'écran, on retrouve Corinne, l'apéro est servi. Heureusement qu'il y a encore ça dans cette vie. L'ambiance se réchauffe et les plats aussi. Pendant ce temps-là, l'organisateur prépare la suite. Un DJ est arrivé. Au programme, un blind test par écran interposé. Mission périlleuse pour ce DJ. Mon plaisir, c'est d'avoir un public en face de moi qui répond, la chaleur des gens, etc. Ici, j'aurai le public derrière un écran. Ce ne sera pas la même chose, mais je vais faire en sorte qu'ils prennent du plaisir. Allez, on passe à la suivante. Apparaissent ces possibilités-là, on s'est dit, go, c'est vraiment pour nous. Et franchement, vous le voyez, l'ambiance y est. L'histoire raconte que les participants dansaient chacun devant leur écran en fin d'après-midi, mais ces images resteront entre collègues. Que j'explique à New York. Bien sûr, ça ne sortira pas d'ici. Et si vous aussi, vous avez des idées originales pour passer le temps en ce mois de décembre, des activités en famille ou solidaires, n'hésitez pas à nous contacter à cette adresse, lesfêtesautrement@rtbf.be. L'occasion pour nous peut-être de vous appeler et d'illustrer avec vous l'une ou l'autre initiative particulière. On va se replonger à présent dans un classique de la bande dessinée, Tintin en Amérique. Les éditions Moulinsart ont en effet entrepris de coloriser les versions originales en noir et blanc des Tintins. De quoi se pencher sur la vision qu'Hergé avait de cette Amérique des années 30. Dominique Dussin. Tintin en Amérique est loin d'être le meilleur album d'Hergé. Pourtant, il reste aujourd'hui l'un des plus vendus. Cette troisième aventure du petit reporter est née en 1932 en version noir et blanc. Et c'est cette version originale qui vient d'être colorisée. Hergé a toujours été fasciné par les États-Unis et surtout par les Indiens qu'il voyait enfant au cinéma dans les westerns. Une Amérique qui l'épatait, mais qui lui semblait aussi injuste et dangereuse, obnubilée par l'argent et par la violence. En fait, je me suis fait la réflexion à un moment donné, mais quels sont les Américains sympathiques dans Tintin d'Amérique? Il n'y en a pas beaucoup. Et entre des gangsters purs et durs et des financiers véreux et des manias du cinéma ou des vedettes, etc., qu'on voit à peine passer, malheureusement, on n'y trouve pas son compte. Dans cette première version de 1932, Hergé n'échappe pas aux préjugés racistes, comme dans cette image d'Asiatiques cruels et mangeurs de chiens, case qui disparaîtra dans les versions suivantes. Ce ne sont d'ailleurs pas les seuls dessins qui seront modifiés dans la version colorisée de 1946. Les éditeurs de la traduction américaine auront des exigences stupéfiantes. Hergé a appris avec effarement qu'on souhaitait qu'il n'y ait pas de contact dans le récit entre des noirs et des blancs. C'est ainsi que pour éviter qu'un noir côtoie un blanc, le portier de cette case deviendra blanc, tout comme cette maman noire. Par contre, malgré les pressions, Hergé refusera d'enlever cette scène de soldats blancs expulsant par la force les Indiens de leur territoire, ou cette allusion au lynchage systématique des Noirs. Toute sa vie, Hergé gardera une sympathie profonde pour les Indiens,
Il pense à même leur consacrer une nouvelle aventure, Tintin chez les peaux rouges, avant de préférer envoyer son héros au Tibet. Des anecdotes à découvrir dans cette passionnante monographie ou dans l'exposition que le musée Hergé consacre aux relations amour-haine du père de Tintin avec les États-Unis. Notre photo du soir, elle est signée Stéphane Van Mallegem. Le photographe a voulu mettre à l'honneur les hommes et les femmes qui travaillent en première ligne pour protéger notre faune et notre flore. Et voilà qui referme ce journal. Tout de suite, la météo de Caroline Dossogne, suivie de l'émission C'est du Belge et du film Ange et démons avec Tom Hanks. Bonne soirée et on se retrouve demain à 13h.